Des questions sur ce qu'on avait fait hier là. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien vous attendez après que je vous envoie la vidéo d'abord? Vous avez des questions? Bon, dès que je finis, après je vous passe la vidéo. Comme ça, vous allez prendre le temps de mieux voir. Maintenant, nous, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on peut rechercher un utilisateur par son ID. Oui, vas-y. Je peux zoomer, bien sûr. Voilà. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut rechercher un utilisateur par son ID. C'est bon jusque-là? Pour rechercher un utilisateur par son ID, alors donc, il nous faut venir tout simplement créer une fonction ou bien une procédure. On va dire void, on va dire recherche par ID. C'est bien ID, non? Voilà. L'ID, c'est une chaîne, donc je vais mettre chat ID. Maintenant, cette fonction-là, ou du moins cette procédure, je vais la définir ici. Hein? Si. Il doit prendre déjà, ça c'est un caractère, il doit d'abord prendre la chaîne, il doit prendre le tableau des utilisateurs, le tableau et sa taille également. Int n. Voilà. C'est bien ça. Et donc je viens ici, je le mets là. Je vais créer un indice de parcours. Voilà. Et là, je peux faire une boucle for i qui est 0, i inférieur à la taille i plus plus. Voilà. Maintenant, pour chaque étudiant, je vais faire juste une vérification. Est-ce que l'étudiant, avec un tr case cmp bien sûr, de tab de i.id, on vérifie si l'id correspond à l'id passé en paramètre là. Donc ça doit retourner normalement 0. Si oui, alors l'étudiant a été trouvé. On peut faire tout simplement un print f. L'étudiant, on va dire étudiant recherché est 2 points anti/n. Et là, on peut appeler la fonction affiche étudiant, utilisateur. C'est pas l'étudiant, c'est l'utilisateur. Hein. Voilà. On avait une fonction qui permettait d'afficher un seul utilisateur, qui s'appelle affiche utilisateur, qui prend en paramètre un utilisateur. Donc, je lui envoie tout simplement tab de i. Voilà. Maintenant, si on veut savoir plus tard, est-ce qu'on a trouvé l'utilisateur ou bien si on n'a pas trouvé l'utilisateur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en place une variable ici, OK, qui est égale à 0. Si on est là, on dit OK est égal à 1. Et si OK est égal à 1, ça veut dire que l'utilisateur a été retrouvé. Alors, donc, je dis l'utilisateur recherché est, j'affiche l'utilisateur. Je peux même faire un break parce qu'on imagine qu'on n'a pas deux utilisateurs qui portent le même ID. C'est bon? Et maintenant, lorsque je sors de la boucle, je teste tout simplement. Si OK est égal à 0, alors je fais un printf. L'utilisateur ou bien aucun utilisateur avec ce ID. Voilà, c'est bon. Donc, le principe c'est quoi? Donc, quand on fait la recherche, il est possible qu'on trouve la chose que chercher. Mais non, il est aussi possible qu'on ne le trouve pas. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je mets OK à 0. OK qui va ça me dit si je l'ai trouvé ou non. Et ici, je parcours une boucle
dans cette boucle-là, je suis en train de parcourir les tableaux des utilisateurs. Si un ID d'un utilisateur correspond à l'ID passé en paramètre, c'est-à-dire SRKSMP qui retourne 0, alors j'affiche l'utilisateur et je mets OK à 1. Maintenant, lorsque je finis de parcourir cette boucle, ou du moins que je sors de la boucle là, je vérifie si je ne suis pas rentré ici. Si je suis rentré ici, OK.1, ça veut dire que l'utilisateur existe. Sinon, OK restera à 0. Donc, si OK reste à 0, aucun utilisateur n'a été tout simplement trouvé. OK, parfait. Donc, on va tester cette fonction. Rechercher pour utilisateur. Maintenant, ça doit se trouver où? Gestion. C'est le 3, n'est-ce pas? Alors, comme c'est le 3, je vais copier tout ce qui est là. Je colle ici un système CLS. Je fais un système pause en bas. D'ailleurs, je vais mettre un système pause dans chaque case. Voilà. Et voir même. Au lieu de mettre système CLS ici et ici, on va mettre système CLS là. Voilà. Maintenant, donc, lorsque je viens ici dans la partie 3, je vais lui dire entrer l'ID de l'utilisateur. Entrer son ID. Je vais faire d'abord un autre printf bien avant. Rechercher un utilisateur par son ID anti/n. Voilà. Et juste en bas, je lui dis entrer son ID et puis saisir l'ID. Et voilà. Maintenant, ici, je peux créer une variable de type chaîne que je vais appeler ID max 10. Et là, lorsque je lui demande de saisir l'ID, je fais un get de ID et ensuite je fais appel à la fonction qui est rechercher utilisateur par son ID et je lui passe tout simplement l'identifiant et je lui passe également le tableau d'utilisateur et également la taille du tableau des utilisateurs. Par contre, je vais faire un flush ici. stdin. Ok, maintenant, testons pour voir est-ce que ce qu'on est en train de faire là, est-ce que ça marche? Jusque-là, tout semble bien se passer. Pas d'erreur significative. Choix 1. Der at gmail.com. Passer. Ok. Un utilisateur. On va d'abord ajouter. Utilisateur. Je mets job. Prénom. Babs. Rôle. Gestionnaire. Normalement de 1. Je dis job gmail.com passer. Alors, on saisit un autre utilisateur et je vais mettre
So, Fatou, rôle, caissière, login, sw@gmail.com, passer. Voilà. Maintenant, je vais afficher pour voir les utilisateurs. Je fais 2. Voici nos utilisateurs qui sont là. Ici, Der Mustafa, voici son ID. Utilisateur 2, voici son ID. Utilisateur 3, voici son ID. On va aller chercher, l'utilisateur là. Utilisateur 3, S majuscule FC1. S majuscule FC1. OK. On va faire le choix 3. Rechercher un utilisateur par son ID, entrer son ID, S majuscule, FC1. Et parfait, on arrive à trouver l'utilisateur. On est bien d'accord? Donc, lorsqu'on trouve l'utilisateur, il nous affiche tout simplement l'utilisateur. Maintenant, on va voir, dans le cas où on n'arrive pas à trouver l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire ici 3, je vais faire SFCD. Il dit aucun utilisateur avec ce ID là. Et c'est parfait. Super. Bon, jusque-là, ça va. On va parler de comment est-ce qu'on peut modifier un utilisateur. Vas-y. 2 fonctions. Oui. Oui. Oui, c'est possible. Oui, il n'y a pas de souci. Plusieurs fois, quoi. Ouais, mais il n'y a pas de souci. C'est aussi une très bonne chose, une bonne manière de faire les choses. Alors, ici, on va faire ce qu'on appelle la partie update pour la modification. Bon. Est-ce qu'on doit modifier toutes les informations? Bon, on fait d'abord le 5, supprimer un utilisateur. On avait déjà fait ça. On va faire ça très vite. Pour supprimer, on a juste besoin de quoi? D'un sous. Est-ce qu'on va utiliser une procédure ou bien une fonction? Bon, on va utiliser une fonction. On va dire supprimer utilisateur. Supprimer utilisateur. Pour supprimer un utilisateur, on aura exactement les mêmes paramètres là. On va avoir besoin d'entrer l'ID de l'utilisateur à supprimer, c'est vrai que ce qu'on a fait là, je vais changer un peu le type de retour de cette recherche là. Je fais comme ça. Et ici, au lieu que cette fonction soit void, ça doit être un int. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? S'il vient ici, voilà, attention. Alors, on fait tout simplement un return de la position i. Voilà, sinon, on affiche d'abord le message aucun utilisateur et puis on fait return -1. Comme ça, ça va me permettre. Maaleykoum salam. Bonjour. Comme ça va me permettre de faire la modification d'une autre manière. Alors, la suppression. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? La suppression, ici, va avoir l'indice de la position, quoi. La position de la personne à supprimer directement. Comme ça, si je fais appel à cette fonction, je suis sûr qu'il y a une personne à supprimer. Donc, première des choses, je ferai appel d'abord à recherche qui va me donner est-ce qu'un utilisateur existe? Si oui, on le supprime.
Sinon, on n'a pas besoin d'appeler cette fonction suppression. Ok, voici comment est-ce que j'adapte mes fonctions. Donc, supprimer un utilisateur, tu donnes la position de l'utilisateur à supprimer, tu donnes le tableau des utilisateurs et la taille du tableau. Et voilà, ici, on est où? Je vais prendre cette fonction, ramener ici. Et ensuite, je vais définir cette fonction. On a dit pour supprimer, si on connaît la position, on fait une boucle. On fait une boucle qui fait ça. For i qui quitte la position i inférieur à n i plus plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit faire un décalage. Maintenant, ici, on va dire n, on va dire strictement inférieur à n moins 1. Et là, on fait tab de i est égal tab de i plus 1. Maintenant, après, on doit faire tout simplement n moins moins et je retourne le n là. Voilà. Sinon, je pouvais le créer sous forme de un simple entier, une simple procédure. Mais bon, quel que soit ce que je fais, ça va marcher. Alors, donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Là, on avait dit que pour modifier, supprimer un utilisateur, on va faire tout simplement quoi? À partir de la position, faire une boucle qui avance et puis après, on prend les choses qui se trouvent dans les cellules supérieures, on ramène, on ramène et ensuite, vers la fin, on diminue la taille tout simplement de moins 1. Et ainsi, on aura supprimé. Maintenant, toutefois, avant de faire appel à cette fonction, il faudrait qu'on puisse vérifier si pose n'est pas la tête ou du moins n'est pas égal à la taille. Alors ici, n-1. Ouais, c'est ça. Maintenant, donc ici, dans le main, lorsqu'on veut supprimer un utilisateur, on va faire toute cette procédure-là. Toute cette procédure, du moins. Je copie le 3, je l'amène dans la partie 5. Et chercher un utilisateur, ou du moins supprimer un utilisateur par son ID. Je lui demande de saisir son ID. Et lorsqu'il a son ID, ici, je peux appeler cette fonction directement en lui donnant quelque chose comme ça. Ou bien je vais juste aller créer un int pose pour ne pas créer plusieurs variables pose. Je vais mettre int pose là-bas et ici, je vais mettre tout simplement pose est égal. Et voilà, cette fonction, j'ai dit tout à l'heure que ça retournait un entier. Recherche par ID. Ici, ça retourne un entier. L'entier, ça peut être la position de l'utilisateur qu'on a trouvé, soit ça retourne moins 1. Et donc, si ça retourne moins 1, si on appelle rechercher l'utilisateur par ID et qu'on vérifie que pose est égal à moins 1, si c'est égal à moins 1, ça veut dire que l'utilisateur n'existe pas. On est bien d'accord? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsque l'utilisateur existe. Alors, donc ici, on vérifie d'abord si pose est égal à taille user moins 1. Ça veut dire quoi? Si pose recherché, la position de l'utilisateur recherché est égale à taille moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le dernier utilisateur, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin de faire appel à la fonction suppression. On va faire tout simplement taille moins moins. Voilà. On va faire maintenant else if pose différent de moins 1. Voilà.
Donc, si c'est est égal à taille moins 1, oui, on diminue la taille, tout simplement. Sinon, si ce n'est pas le dernier élément, mais que la position, ce n'est pas moins 1, alors on fait appel à supprimer. Oui, exactement. La fonction retourne. Bonjour. La fonction retourne la taille diminuée. Donc, j'ai diminué la taille et j'ai retourné la taille là. Donc, je vais faire comme ça. Supprimer utilisateur. Exactement. Je suis bien. Donc, ici, les paramètres, il y a la position. Ensuite, il y a le tableau des utilisateurs. Et également, enfin, qu'est-ce que c'est la taille, non? C'est la taille du tableau. Voilà. On teste ça. Bon, après là, si les 5 opérations marchent là, on va juste les appliquer sur catégorie, sur produit, et puis c'est tout, hein, du copier-coller, et peut-être tout simplement. C'est les mêmes opérations. Alors, un choix, un der gmail.com passé. Connexion établie. 1. On ajoute un utilisateur. Job. Oui, ça. Je devais saisir un. J'ai mal saisi. Un. Der @gmail.com. Passé. Connexion établie. 1. Gestion des utilisateurs. OK. Ici, encore un pour dire ajouter un utilisateur. Et là, on va maintenant saisir Job. Mustapha. Rôle. Superviseur. Login. di@gmail.com. Passé. On ajoute un autre utilisateur. On va mettre modulo. Je vais mettre lo modu rôle lutteur. Login lo@gmail.com. Passé. Voilà, on affiche les utilisateurs pour voir. Ici, on a bien tous les utilisateurs. Mais non, on va essayer de supprimer un utilisateur. On va supprimer l'utilisateur qui a ce ID là, c'est-à-dire l'utilisateur 2. DMS1. D majuscule MS1. DMS1. Alors, ici, je fais le choix, c'est le choix 5. Je fais DMS1. Utilisateur recherché et appuyer sur une touche. On va essayer de faire 2. Et donc, il a bien supprimé l'utilisateur. Bon, après, est-ce qu'on ne peut pas adapter forcément la fonction de recherche? On peut l'adapter. Bon, on peut l'adapter en fonction de ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, il a bien supprimé l'utilisateur qu'on a demandé de supprimer. Alors, le principe de suppression, j'ai fait quoi? J'ai d'abord dit que la fonction recherche, je l'ai transformée en sorte que ça retourne la position de l'utilisateur qu'on recherche. Si on trouve un utilisateur, il nous retourne la position, le numéro de cellule. Sinon, il nous retourne un -1. Donc, qu'est-ce que je dis? Si je rentre dans ce qu'on appelle le case 5, je demande à ce que on saisit l'ID de l'utilisateur qu'on veut supprimer. On fait une recherche et selon le résultat de la recherche, si ce qui a été retourné
Si cette position correspond à la taille -1, c'est-à-dire que c'est le dernier élément. Donc, je diminue juste la taille. Sinon, si c'est différent de -1, parce que si c'est -1, c'est-à-dire que l'utilisateur qu'on veut supprimer n'existe pas. Oui. Dans le int, ou, 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 ici, le point C là, supprimer utilisateur. Le N là. Essaye de répéter la question là. Oui, tu veux dire quoi? Oui. Oui. Ok, d'accord. Non. Ok, je comprends ta question. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, ici, contrairement au tableau, les autres informations qu'on passe là, il faut savoir que on passe juste ce qu'on appelle une copie de valeur. Si tu vois? Donc, ce que je modifie ici sur N là, ça ne modifie pas directement là-bas l'information. Raison pour laquelle je retourne le résultat. Contrairement au tableau, parce qu'un tableau, par exemple, lorsque je peux le trier dans une fonction ici, ça peut impacter directement le tableau de l'autre côté. Mais sinon, les autres informations que je passe là, je passe par copie de valeur. C'est-à-dire que quoi? On a la valeur normale qui se trouve ici dans une variable qui s'appelle taille user. Ça, c'est la taille de l'utilisateur, tu vois. Maintenant, si je fais appel à cette fonction supprimée, ce qui est reçu dans N ici, c'est la copie. Ce n'est pas la valeur originale. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que si taille user a 5, maintenant, si je fais appel à ça là, il va copier 5, c'est-à-dire duplique 5. Il fait une copie de 5 là qui envoie à la fonction. Et donc, il y a 5 qui se trouve dans taille et il y a 5 qui se trouve dans n. Mais si je modifie 5 qui se trouve dans n là-bas, ça ne change pas 5 qui se trouve ici dans taille là. Est-ce que tu vois? Je dis qu'on fait ce qu'on appelle le passage par copie de valeur. Lorsqu'on utilise pour le moment ces fonctions-là, on fait, si ce n'est pas des pointeurs, on envoie les informations en argument par ce qu'on appelle la copie de valeur. Ce n'est pas la valeur originale que tu envoies, mais c'est le double de la valeur, c'est-à-dire tout simplement la copie. En sorte que si tu modifies la copie là-bas dans la fonction, ça ne change pas la valeur elle-même ici. Est-ce que tu vois? Or, si tu passes l'adresse de la valeur, quand tu modifies, ça modifie directement l'original. Est-ce que tu vois? Donc, passer par copie ou bien faire ce qu'on appelle la copie, c'est quoi? Par exemple, disons que tu as, par exemple, comment on appelle ça là, sur ton ordinateur, tu vois, sur ton ordinateur, tu as un document PDF. Ça, c'est l'original qui se trouve sur ton document. Maintenant, tu me l'envoies dans une fonction qui permet d'envoyer genre sur Gmail. Quand tu m'envoies, est-ce que tu vois, je reçois ça ici sur mon adresse mail ou bien je reçois sur mon WhatsApp. Maintenant, les modifications que je fais ici, ça n'impacte pas l'original sur toi. Est-ce que tu vois, sur ton ordinateur, tu gardes toujours l'original. Donc, les modifications que je suis en train de modifier sur le document là, ça n'impacte que la copie que tu m'as envoyée. Mais pourtant, le document, c'était les mêmes documents. Le document qui se trouve sur ton PC, c'est le même que tu m'as transféré sur WhatsApp, par exemple. Est-ce que tu vois? Donc, imaginons, c'est dans ce système-là. Dans l'information que tu envoies, c'est exactement la même information que je reçois. Mais par contre, c'est une copie tout simplement de l'information. Ce qui fait que si je modifie le document que je suis en train de modifier, je le modifie que sur l'information que j'ai reçue, mais ça ne modifie pas directement ce qui se trouve sur ton PC. Est-ce que tu vois? Donc voici comment est-ce que pour le moment on envoie ces données-là. Et ce qui fait que moi, pour que après toi tu puisses voir les modifications sur le document, il faudrait que moi je te retourne le document, peut-être le document modifié. Est-ce que tu vois? Et toi là-bas, il faut supprimer l'original que tu avais et prendre ce que je t'ai renvoyé. Oui.
Exactement. Donc, je reçois le document, je modifie. Je sais que tu as la copie, genre l'original du document. Mais j'ai modifié le document que tu m'as envoyé. Mais non, pour que tu puisses voir les résultats, tu ne peux pas le voir parce que toi et moi, on n'est pas dans la même ville ou bien ainsi de suite. La fonction a une portée qui se limite là, tu vois. Donc, et il ne se voit pas directement. Donc, pour que toi, tu puisses voir les modifications que j'ai effectuées ici, il faudrait que je te renvoie le document. Et quand tu reçois le document, il faudrait que le document que tu reçois là, tu le changes. Tu supprimes du moins l'ensemble, l'ancien document que tu avais et en sorte que tu gardes le nouveau que je t'ai renvoyé. Est-ce que tu vois? Et donc pour laquelle lorsqu'on fait appel, c'est ce que disait l'autre, l'ami, lorsqu'on fait appel, tu vois, donc ce qui a été modifié là, qui est retourné, va venir modifier la taille R qu'on avait. Mais en réalité, c'est tout simplement le moins 1 qu'on a fait. Hein. On a fait juste moins 1. J'aurais pu ne pas faire ça comme ça. Oui. Je fais juste appel à la fonction et puis je diminue la taille, oui. Ici. Voilà. En fait, si je comprends la logique, je pense qu'on peut quand même faire void sur ça, mais quand on fait le void, on met le n en données résultat. Genre si on fait... Ici, si je mets void, j'aurais pu mettre void. Si je mets void, on va enlever tout ça là. Et du coup, si on fait void, et du si coup, la logique, et du coup, le n devrait être entre les résultats. non, en fait, si je fais ça, si je fais void, ça veut dire que si j'envoie ici, je vais supprimer. On est bien d'accord, je supprime l'utilisateur. C'est bon? Maintenant, nous, ici, on sait que pour le moment, comme c'est des tableaux statiques, la cellule n'est pas enlevée directement. C'est bon? Donc, nous, on déplace l'information jusqu'à ce que la dernière cellule, là, on doit tout simplement dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire diminuer la taille de moins 1. Tu comprends jusque-là? Mais non, si je fais void, je ne peux pas diminuer la taille ici. Parce que si je diminue la taille ici, ça n'impacte pas le tableau. Si on met en données résultats, justement, c'est ce que je voulais savoir. En fait, ce que tu veux savoir, est-ce que ici on peut envoyer quelque chose en données et puis en résultat? Oui, et slash R, mais sur... C'est ça, données résultat. C'est ça en fait, données résultat, c'est-à-dire quoi? En même temps, c'est une donnée, mais la modification sur cette variable-là, après on peut le voir comme résultat. Ça, tu peux le faire avec les pointeurs. Il y a ce qu'on appelle les pointeurs, le passage par adresse. En fait, il faut savoir que l'ordinateur, lorsqu'on compile le programme, les informations qu'on saisit, ce n'est pas dans l'espace, on saisit dans une mémoire. Les informations. Le programme d'abord s'exécute en mémoire. Et je vous avais montré que lorsqu'on parle du fait qu'on dit, je vous avais expliqué pourquoi on met E commercial, le nom de la variable lorsqu'on fait un scanf, non? Je vous avais expliqué ça. Si. Qui se rappelle? Pourquoi est-ce que je dis on met E commercial lors de scanf à côté d'une variable? Pourquoi est-ce qu'on met E commercial? Parce que on ne saisit pas dans une variable. La variable n'existe pas. La variable, c'est un identifiant qui identifie un espace mémoire, qui identifie l'espace mémoire dans lequel on saisit des choses. Est-ce que tu vois? Les saisies, les données qu'on fait là, se trouvent sur la mémoire. Le programme s'exécute comment? Le programme s'exécute sur la mémoire. Donc, il va allouer de l'espace mémoire. Raison pour laquelle, dans le premier chapitre, je vous ai envoyé en disant que, attention, lorsque vous voyez un type int, voici tel nombre d'octets que ça va utiliser sur la mémoire. Dans le tableau de ce qu'on appelle des types, là, j'ai montré, pour chaque type, voici l'espace que ça peut occuper. Après, plus tard, j'ai parlé du fait que chaque programme, lorsque vous mettez en place le programme, les variables sont des charges. Pourquoi? Parce que les variables là occupent des espaces mémoire. Ce qui fait que si on a plusieurs variables, ça fait que le programme se ralentisse. Maintenant, je disais qu'on ne saisit pas dans la variable directement, mais les espaces mémoire qui sont alloués, qui sont disponibles pour ajouter des informations, c'est ces espaces-là qui seront identifiés par un nom. Comme je dis, int a là, en fait, on aura l'espace comme ça, on aura l'espace mémoire comme ça, qui sera identifié par un nom A. Parce que chaque espace mémoire a ce qu'on appelle une adresse mémoire. Et l'adresse mémoire, il est beaucoup plus en hexadécimal, c'est beaucoup plus compliqué de connaître et de maîtriser l'adresse mémoire. Et donc, laquelle on passe souvent par le nom de la variable qui est l'identifiant de l'adresse mémoire. Mais l'information est saisie dans cette adresse. Est-ce que tu vois? Maintenant, si on passe l'adresse mémoire, c'est-à-dire lorsqu'on parle de pointeur, on parle du fait qu'on passe l'adresse mémoire. Et lorsqu'on passe l'adresse mémoire, si on modifie quelque chose à l'adresse là, ça modifie directement
l'information originale. Est-ce que tu vois, ça va modifier directement. Bon, on comprend tout simplement que les pointeurs, c'est vrai qu'on ne le voit pas ici, mais on comprend. Pour faire ça, il faut maîtriser les pointeurs pour direct. Genre, les données résultats que vous faites en algo là, ici chez nous, ça va être des pointeurs. Tu vois, si c'est un pointeur, tu peux le passer en données résultats. Ce qui fait que quand tu le modifies dans la fonction, ça impacte l'original directement. Est-ce que tu comprends? C'est ça en fait. Ce que tu es en train de dire là, c'est ce qu'on appelle les pointeurs. Lorsqu'on utilise un pointeur, on peut passer un pointeur sous forme de données et résultats. C'est-à-dire, du moins notre pointeur a une information. On le passe en paramètre, en argument de la fonction. Est-ce que tu vois, les modifications qui sont effectuées dans la fonction là-bas impactent directement le pointeur. Tu comprends? Voilà, c'est ce que je vais te dire. Parfait. Maintenant, revenons ici. Si on a le temps, Inch'Allah, je peux vous montrer ça aussi. Maintenant, il nous reste tout simplement la dernière de cette liste qui est la fonction modifier un utilisateur. Bon, je vous avais déjà montré la bonne manière pour modifier un utilisateur, pour modifier une information. On est bien d'accord? Je pense que c'était pour l'étudiant comme ça. Vous devez demander s'il veut modifier telle chose, vous acceptez. Maintenant ici, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais juste lui laisser la possibilité de modifier toutes les informations. Par contre, ce qui ne va pas modifier sur l'utilisateur, il ne va pas modifier l'ID. Voilà, donc il ne va pas modifier l'ID de l'utilisateur. Maintenant, toutes les autres valeurs, il peut les modifier. Ok, parfait. Alors là, je viens dans name. Il faut savoir que pour modifier un utilisateur, on va faire les mêmes principes là. Il faut d'abord copier tout ça, coller. Dans la partie 4, regardez bien. Quand on veut modifier un utilisateur, la première des choses, c'est quoi? Bon, je vais dire modifier un utilisateur par son ID. Modifier un utilisateur, au lieu de dire par, je dis sur son ID. Et là, je vais lui demander de saisir l'ID, entrer l'ID de l'utilisateur à modifier. Et il va saisir l'ID. On va rechercher, est-ce que l'utilisateur qu'on veut modifier existe bien et bien? Bien. Si l'utilisateur à modifier n'existe pas, alors on ne peut pas modifier. Maintenant, si ça existe, on peut modifier. Donc, il faut d'abord rechercher l'utilisateur à modifier. Ok, maintenant, si l'utilisateur, donc je fais juste if pose différent de moins 1. Si c'est différent de moins 1, alors on a bien trouvé un utilisateur. Et ce utilisateur-là, pour le modifier, on va faire quoi? Printf, entrer le nouveau nom. Voilà. Et là, on va faire get tab de pose. Là, je ne vais pas lui demander. Hein. Alors, tab de pose. Non, c'est tab user. Tab user de pose. Point. Non. Comme on a la flemme de saisir à chaque fois là, on va prévoir notre flush. Alors, après le nom, on lui demande de saisir le nouveau prénom. Après le nouveau prénom, on lui demande son nouveau mail, oui, adresse mail, email, ou bien il n'a pas email, c'est login, hein? Son nouveau login, entrer son nouveau mot de passe.
Bon, on peut aussi lui demander le nouveau rôle. Son nouveau rôle. Je vous ai dit, la meilleure manière serait de demander qu'est-ce qu'il veut modifier. Ça, on avait fait ça précédemment. On est bien d'accord? Demandez d'abord, est-ce qu'il veut modifier le nom? S'il dit oui, on lui laisse la possibilité de saisir le nom. Demandez s'il veut modifier le prénom? Oui. S'il veut modifier le login? Oui. S'il veut modifier le mot de passe, ainsi de suite. Parce que lorsqu'on veut modifier les informations, ce n'est pas nécessaire, pas forcément nécessaire de modifier toutes les informations en même temps. Mais, pour un souci de temps, on va modifier toutes les informations excepté l'ID. Ok. Modifier un utilisateur by son ID. Monsieur, Yes. si Uh-huh. précédemment, on n'avait pas saisi l'ID, c'était généré automatiquement. Lorsqu'on modifie l'utilisateur, il n'y aura pas un nouveau ID, mais ce serait toujours ce ID. Bon, je pense qu'on va tout simplement garder son ID, quoi. On essaie de garder tout simplement son ID. C'est mieux. En fait, il y a des informations qu'il faut pas... On n'aura pas trop l'habitude de changer. L'identifiant. L'identifiant de l'utilisateur, on n'aura pas l'habitude de changer. Peut-être que tu n'as pas remarqué, mais j'ai l'impression que souvent, sur vos cartes-là, vos identifiants ne changent pas. Il y a que certaines informations qui changent. De la première année jusqu'à la troisième année. Non, vous êtes en première année, oui, c'est vrai, donc vous n'avez pas encore remarqué ça. Mais par exemple, certaines informations, que ce soit votre matricule ou bien certaines choses, ça ne va pas changer de la première année, deuxième année, troisième année. Mais sinon, toutes les autres informations peuvent changer. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a certaines informations qu'on ne peut pas, on ne doit pas modifier. On ne peut pas tout modifier, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qu'on ne doit pas modifier. On aurait pu même dire de ne pas modifier l'adresse mail aussi. Mais par contre, l'identifiant, on ne va pas le modifier. L'identifiant, on dit que c'est quelque chose qui permet de l'identifier d'une manière unique. Donc, on n'a pas besoin de modifier ça. Est-ce que tu vois? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand tu veux modifier l'identifiant, il faudrait t'assurer que l'identifiant que tu vas créer ou générer à nouveau là ne figure pas parmi les identifiants qui existaient déjà. Tu comprends? Puisque là, Oui. c'est pas nous qui proposons Les identifiants, oui. C'est par rapport Au programme. à la première lettre du nom. Si. Du nom. Dans ce contexte que tu viens de dire là, oui, on peut le faire. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce que tu viens de dire là. Si on veut exactement que l'identifiant sera toujours, première lettre, oui. Mais lorsqu'on parle de modification, on peut ne pas le prendre en compte. Mais je suis d'accord que le faire comme ça aussi ne serait pas aussi mauvais. Sinon, si on modifie un utilisateur, le problème c'est que on verra son ID, mais ça ne serait pas les premières lettres. En fait, ta question c'est ça en fait. C'est-à-dire que si on modifie pour le moment un utilisateur et qu'on change ses informations, il est probable qu'on voit son ID et qu'on voit les informations et on se dit que ce n'est pas forcément les premières lettres de nom, de prénom, ainsi de suite. Je suis d'accord avec toi. Mais pour l'instant, on suppose que l'identifiant, je vous mets tout simplement dans le bain où l'identifiant, on ne doit pas le changer. C'est bon? On ne va pas le changer. Bon, alors ici, il me dit, il y a une erreur parce que j'ai appelé une fonction qui n'est pas... Oui, j'ai appelé une fonction ici. Je suis sur le 4. Hein? Je suis sur le 4. Bonjour. Sur le 4, est-ce que j'ai appelé? Non. Monsieur, Oui. je pense que vous avez oublié de modifier le truc. Quand on fallait faire Void supprimé. Ah, ok. En fait, toi, tout à l'heure, tu me parlais de... en fait, c'est lorsque tu me parlais de, comment on appelle ça là, de void, que j'ai écrit ça ici. Oui, tu as raison. Et il y a aussi le N. Oui, j'avais fait n-. Et je fais return. Mais pour quand même faire en deux instructions, on pourrait faire juste return n-1. On aurait pu faire juste comme ça, en une seule instruction. Mais également, on aurait pu éviter pas mal de choses en faisant tout simplement ça.
Voilà. On aurait encore beaucoup plus évité en faisant directement ici int i. Optimiser. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu encore faire? Ok, bon, ça va. C'est bon. C'est beaucoup plus optimal comme ça. Maintenant, je vais compiler pour tester. Build and run. Ok, nice. On va tester la modification. Dès que ces 5 opérations marchent là, on va juste les dupliquer sur catégorie et dupliquer aussi sur produit. Alors, let's go. One. Der alt gmail.com. Passer. Connexion établie. OK. 1. Gestion des utilisateurs. Je suis d'accord. 1. On ajoute des utilisateurs. Alors, on va mettre module rôle lutteur pro login alt gmail.com. Passer. Voilà. Bon, on va faire tout simplement 2 pour voir. OK. OK. Maintenant, je vais choisir de modifier celui-là. Modulo. C'est LML1. LML1. OK. Son ID, c'est L1. C'est LML1. OK. 4. Modifier. Un utilisateur LML1. Non, non, non. Je pense que c'est en minuscule. Je l'ai saisi en minuscule, tu vois. C'est ça. Donc là, L1, M1 en minuscule. Alors là, il me dit le nouveau nom. Je vais lui dire quoi? Bon, au lieu de l'eau, je vais lui dire Massamba. Massamba, c'est le prénom. Je vais dire job. Moustapha. Login. Je vais mettre lo2@gmail.com et mot de passe, je mets passer 1, 2, 3. Rôle, je vais mettre superviseur. OK. On va voir est-ce qu'il a été modifié. Je fais 2 et parfait. On voit bien que le update marche à perfection. L'utilisateur 2 a été modifié. C'est bon. Je reviens encore sur ce que tu disais là. Tu vois que ici, lorsqu'on veut modifier un utilisateur, on fait une recherche sur l'identifiant pour savoir l'utilisateur qu'on veut modifier. Donc, ça veut dire qu'on sait que l'identifiant permet de trouver un utilisateur d'une manière unique. Tu comprends? Donc, lorsqu'on veut faire des modifications de l'utilisateur, on ne peut pas toucher celui-là. C'est important. Si c'est l'information qui nous permet de trouver un utilisateur d'une manière unique afin de le modifier. Donc, lors de la modification, on peut modifier toutes ces informations, excepté l'identifiant. C'est bon? Mais non, je suis d'accord que pour le moment, on ne fait pas les choses dans les très bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'on puisse trouver après 2 utilisateurs qui ont le même identifiant.
Tu comprends? Jusque-là, suivez bien. On aurait pu dire à chaque fois, avant de pouvoir générer un identifiant, de vérifier dans le tableau des utilisateurs s'il n'y a aucun utilisateur qui a l'identifiant là, afin qu'on puisse accepter l'identifiant. S'il y a un utilisateur qui a déjà son identifiant, ou bien du moins cet identifiant qu'on vient de générer, alors on complète l'identifiant de quelque chose pour marquer tout simplement la différence. Là, on risque d'avoir deux personnes qui ont le même identifiant, mais on le fait d'une manière beaucoup plus simple que possible. C'est bon? Maintenant, pour les catégories, les produits, on n'aura pas forcément la même chose. On aura tout simplement à générer une valeur qui sera le nombre d'éléments plus 1, plus 1, plus 1. Ça sera un peu plus différent. Mais non. Voilà la modification qui marche. Et donc, voici pour nous, ces 5 opérations qui marchent déjà pour la gestion des utilisateurs. Maintenant, je dis que si les 5 là marchent pour utilisateur, c'est le même principe pour la catégorie et c'est le même principe pour le produit. Parce que produit, on a ajouté produit, affiché produit, recherché produit, modifié produit, supprimé produit, catégorie, ajouter catégorie, affiché, recherché, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, je peux faire ici 6, quitter, appuyer sur une touche, 4, quitter, appuyer sur une touche et je fais 2 déconnexions. Maintenant, j'avais prévu quelque chose là, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'avais prévu quelque chose bizarre. Bon, pas aussi bizarre que bizarre. Alors, ici, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on le verra sur le prochain cours. Alors, revenons ici. On va tout simplement adapter, comme je l'ai dit. Voici les menus là. Je dis les menus. Voici les choses qui nous intéressent. Gestion utilisateur. Gestion utilisateur, c'est un menu qui permet de gérer les utilisateurs. C'est où, c'est où, c'est où. Voilà, c'est ce menu-là. On a ajouté utilisateur, ainsi de suite. On doit le faire pour catégorie. Afficher utilisateur, on doit faire la même chose pour catégorie, pour afficher toutes les catégories. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais prendre ce que vous voyez là, les 5 fonctions que vous êtes en train de voir avec moi. Afficher utilisateur jusqu'à gestion utilisateur. Donc, gestion, afficher, afficher, saisir, rechercher, supprimer là. Je vais copier ça et je vais venir tout simplement dans catégorie. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais coller. Et tout ce qui est utilisateur devient catégorie. C'est bon? C'est le même principe, hein, rien ne change. C'est les mêmes opérations de code. Donc ici, je vais l'appeler gestion catégorie. Après ici, je vais dire rechercher catégorie. Ici, j'envoie une catégorie à rechercher. Et là, je mets C. Et là, je vais dire afficher catégorie. Ici, c'est le tableau de catégorie. Ici, on va dire saisir catégorie. Ce qui sera retourné, c'est une catégorie. Voilà. Rechercher par ID, ça va être liste de catégories à rechercher. Et ici, supprimer, au lieu de utilisateur, supprimer catégorie. Et là, c'est le tableau de catégorie. C'est ça le même principe.
Et là, je vais prendre tout le code aussi, aller là-bas, modifier tout ce qui correspond à l'utilisateur par catégorie. Yes. Ou ça. Oui, en fait, il y a deux affichages. Il y a un affichage, il y a une affiche, bon, on dit un affichage qui permet de pouvoir prendre juste une catégorie et qui fait print l'ID libellé. Tu vois? Et puis, il y a l'affichage qui prend en paramètre le tableau de catégorie qui va parcourir le tableau et pour chaque table de I, il envoie à l'affichage catégorie avec une catégorie. Tu comprends? On va voir ça tout à l'heure quand je vais mettre en place le programme. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant, donc, jusque-là, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai juste copié les 5 fonctions-là. J'ai amené ici tout ce qui concerne ces 6 fonctions. Tout ce qui concerne utilisateur, je change par catégorie. Alors, maintenant, je vais aussi faire la même chose du côté là, à partir de gestion utilisateur. Tout le code là, je vais copier jusqu'en bas. Je vais tout copier. Voilà. Et je vais amener dans catégorie. Première des choses, d'abord, il faudrait que je fasse JS include et que j'écris catégorie.h. Et là, je colle tout ce qui concerne l'utilisateur là que j'ai copié. Je le mets ici. Et je remonte à partir du haut. Je vais changer tout ce qui concerne l'utilisateur par catégorie. Catégorie, gestion catégorie. Ici, ajouter une catégorie. Afficher toutes les catégories. Toutes les catégories. Rechercher une catégorie. Modifier une catégorie. Supprimer une catégorie. Voilà, donc j'ai fini avec la première fonction, gestion catégorie. Gestion catégorie va afficher 1. Ajouter une catégorie, afficher toutes les catégories, rechercher une catégorie, modifier, supprimer, quitter. Et voilà, je vais aller aussi sur la deuxième. Afficher une catégorie, ce n'est pas afficher une catégorie, c'est du moins utilisateur. C'est afficher une catégorie du moins. Et là, je mets catégorie et je mets C. Et ici, il n'y a que 2 informations. Sur la catégorie, on a identifiant, c'est C.ID4 et on a le libellé, ça va être C.lib. Voilà, donc on a fini aussi avec la fonction afficher une catégorie. Maintenant ici, afficher plusieurs catégories, ça là, ça va prendre en paramètre un tableau de catégories. Voilà, maintenant ici c'est catégorie numéro. Et ici, on appelle la fonction afficher catégorie. Et voilà. C'est beaucoup plus simple. C'est les mêmes opérations. Donc afficher toutes les catégories. Qu'est-ce qui se passe? Il va prendre le tableau de catégorie, il va parcourir pour chaque table de I, il va appeler afficher catégorie. Tu vois? Donc, lorsque on appelle ça afficher catégorie, c'est pour afficher toutes les catégories. On envoie le tableau et la taille. Et qu'est-ce qui se passe? On va parcourir le tableau de catégorie. On est bien d'accord? On va dire I commence à 0 jusqu'à inférieur à N. Chaque table de I représente une catégorie. Et au lieu de faire 5 printf ici, on est bien d'accord? Les 5 printf là, les 2 printf là, c'est ce qu'on a créé comme une simple fonction qui permet juste de faire les 2 printf de une catégorie. Donc, chaque table de I qui correspond à une catégorie, là je passe tout simplement à afficher catégorie qui fait juste print ID, print libellé. Après il passe à I suivant, prochaine catégorie, on appelle encore, il fait print ID, print libellé. Tu vois le truc? C'est bon? Ça va? Oui, maintenant, ok, maintenant ici on a saisir catégorie. Au lieu de saisir utilisateur, c'est saisir catégorie. Et ce qui retourne, c'est une catégorie. Ce qu'on va créer, ça va être une catégorie et non un utilisateur. Ça va être C. Et pour la catégorie, on a dit qu'on doit saisir
On a généré l'ID, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'ID devait être généré. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais déjà enlever tout ce qu'il faut enlever. Je vais lui dire entrer le libellé. Et ça va être C.libellé. Maintenant, comme on ne doit pas saisir l'ID, l'ID doit être généré. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut dire que saisie catégorie, chez nous, va avoir un paramètre qui sera un int. On est bien d'accord? On va dire nouveau, ou bien je vais dire new ID. Et là, ici, lorsqu'on saisit une catégorie, C.ID catégorie est égal à new ID. Maintenant, il faudrait que je change l'interface catégorie ici. Je lui mets à saisir catégorie ce paramètre-là. Quand on va faire appel, on lui envoie le prochain ID. Comme on connaît le précédent ID, on peut lui envoyer le prochain ID. Chaque catégorie, par exemple, la première catégorie aura ID 1. La deuxième catégorie aura ID 2, ainsi de suite. C'est bon? C'est ce qui est dit dans les 6. Hein. On a dit, dans cette partie-là, regardez bien, on a dit gestion simple des identifiants de produits catégories qui sont en auto-incrémentation. Auto-incrémentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier aura 1, le deuxième aura 2, le troisième aura 3, auto-incrémentation, comme ça. Mais ce n'est pas à saisir. C'est bon? Raison pour laquelle on ne va pas saisir l'identifiant. Et donc, quand je fais appel à catégorie, scan, ou bien saisir catégorie, je lui passe tout simplement le nouveau ID. Et je crée la catégorie, donc c'est-à-dire je demande juste le libellé, et je fixe, bon pas fixé, mais je lui donne le nouveau ID, et ensuite je retourne la catégorie. Alors, rechercher par ID, ça va être recherche sur un tableau de catégorie. Et ici, rechercher la catégorie, on va adapter les choses. L'ID ne serait plus une chaîne de caractères. Et là, il n'y a plus de str case. On va faire une comparaison directe. Voilà. Dans cette table de i.id, ID 4. Table de i.id, catégorie. Voilà. Si table de i.id catégorie correspond à, parce que l'id de catégorie c'est un int, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien un int. Voilà. Et donc, je dis, lorsqu'on veut rechercher une catégorie sur son ID, l'ID, on lui envoie un int. Maintenant, j'ai oublié de modifier ici aussi. Rechercher, ça va être un int ID. Voilà. Ok, donc lorsqu'on recherche la catégorie, je vais dire la catégorie rechercher et je vais appeler afficher catégorie. Et voilà, aucune catégorie avec cet ID là. Voilà. Parfait. Pour la recherche de catégorie, ça va. Bon, ce serait quand même temps de pouvoir modifier cette fonction. Sinon, il y aura un petit problème. C'est bon? Donc, je vais mettre ici 4 pour la recherche. Parce que pour la recherche de l'utilisateur aussi s'appelle recherche par ID. Donc, je dois faire juste la différence ici. La fonction recherche par ID 4 permet de rechercher une catégorie sur son ID. Voilà. Et ensuite, supprimer un utilisateur, ça va être supprimer une catégorie. Je lui envoie une catégorie. Non, un tableau de catégorie, la position, la taille. Et voilà.
Et c'est parfait. Nous, on vient de faire le code pour le moment de ce qu'on appelle catégorie. En presque 10 minutes ou bien 5. Bon, c'est pas encore fini. Bien évidemment, il faudrait qu'on puisse appeler les choses. Mais Adam, c'est quoi le problème? Tu viens en retard là. D'accord, vas-y. Alors ici, main, regardez bien. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Il faudrait qu'on voie bien là où il faut. Gestion de produits, gestion de catégories. Donc ça veut dire que c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait qu'on puisse travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais tout simplement prendre tout ce qui était ici dans ce case 1 là. Dans ce case 1, attention à ne pas me tromper. Menu principal, 1, gestion utilisateur. Voilà. Donc ça doit être ça. Donc je dois prendre ici jusqu'à son while. Oh. Voilà, son while, il est là. Dans tout ce code-là, je vais faire CTRL-C. Venir ici, faire CTRL-V. Bon, ici, au lieu de dire choix user, je vais faire choix 4. Et le choix 4 là, je remonte ici, attention, ici, je change le nom de la variable, choix 4, ici, choix 4, la fonction appelée c'est gestion de catégorie, switch, choix 4, choix de catégorie. Voilà. Si le choix 1 ajout d'une catégorie, alors on va faire appel normalement. Yes. Le problème c'est que si je je peux zoomer. Maintenant ici, lorsque je fais appel à choix catégorie, alors je vais utiliser table de catégorie. Ici ça va être taille de catégorie. Et ici on avait dit qu'on devait passer quelque chose en paramètre lorsqu'on veut faire saisie catégorie. Saisie catégorie prend en paramètre un ID. On est bien d'accord? Ça veut dire quoi? Je peux lui envoyer taille catégorie plus 1. Toutefois, si on essayait d'envoyer taille de catégorie plus 1, il peut y avoir un petit souci dans la mesure où on venait à supprimer après des catégories. Si on supprime des catégories, il est très fort probable que l'identifiant de la catégorie qu'on va créer est égal à l'identifiant d'une catégorie qu'on avait déjà. Alors dans ce cas, c'est simple. On va créer une variable int new id. New id comme ça. Et maintenant, on va déterminer. On va voir si taille. On va voir si il n'y a rien dans le tableau. S'il n'y a rien dans le tableau, alors on passe 1. Sinon, si le tableau a déjà un élément, on va récupérer la position, le dernier élément qui se trouve dans la position du tableau. C'est-à-dire table catégorie de la position, c'est-à-dire de taille catégorie. Le dernier, ou du moins la dernière catégorie, on va prendre son ID et on va prendre plus 1. Ok, regardez bien, on va faire ça. If taille catégorie est égale à 0, alors je dis new ID
new ID. Mais non, on aurait pu faire ça d'une autre manière. On peut créer une variable statique. On peut créer une variable statique en haut. Et les variables statiques, c'est quoi? Ce sont des variables là qui vont tout simplement, voilà, qui vont pas, voilà. Et puis après, nous, on peut augmenter, faire tout ce que nous on veut. Maintenant, nous, on va faire d'une manière beaucoup plus simple. Je vais très bien. Donc, je fais tout simplement new ID est égal à 1. Else, sinon, ça veut dire qu'on a quelque chose déjà dans le tableau. Else, je vais dire new, je suis où? Je suis en catégorie. Else, je vais dire tout simplement new ID est égal tab catégorie de taille catégorie moins 1, le dernier élément, on est bien d'accord, point ID 4, mais plus 1. Voilà. Et donc ici, je fais appel à ça, je fais new ID. Et nice. Vous êtes trop fort. Et là, je fais taille catégorie plus. Et là, on génère l'ID d'une manière beaucoup plus bien, beaucoup plus simple. Et on est sûr qu'on n'aura pas deux identifiants, deux mêmes identifiants de catégorie. Voilà. Et donc, ça, c'est le 1. Le 2, afficher catégorie. On va faire tout simplement afficher catégorie. Ici, c'est tab catégorie. Ici, c'est taille catégorie. Rechercher une catégorie. Rechercher une catégorie par son ID. Entrer son ID. Et là, on va faire un scanf. Ici, pourcentage D, virgule, E commercial, IDC. Maintenant, je vais aller créer l'IDC là, juste en haut. Rechercher par ID 4. Ici, IDC, table de catégorie, taille, catégorie. Voilà, IDC. Je le crée comme un int ici, en haut. Ok, doucement. On est sur rechercher par son ID. Je dois copier ça, descendre, modifier une catégorie sur son ID, entrer son ID et ici, on scanne et on dit pose est égal rechercher 4. Voilà. Et lorsqu'on a la catégorie, la seule chose qu'on peut modifier sur une catégorie, ce serait son libellé. Je vais dire entrer le nouveau libellé. Et là, je vais faire table de catégorie. Table de catégorie de pose point libellé. Voilà. Et enfin, supprimer une catégorie. Alors, je répète la même chose. Si on veut supprimer une catégorie, voici ce qu'il faut d'abord faire. On saisit l'ID de la catégorie, on recherche la catégorie et maintenant, ici, on compare avec taille catégorie moins 1, taille catégorie moins 1, moins, taille catégorie. Voilà, c'est supprimer catégorie. Supprimer catégorie, tableau de catégorie. Et ici, taille de catégorie. Et voilà, le tour est joué. Alors, on va tester. Normalement, il n'y a pas d'erreur.
Vous voyez déjà juste la seule page là, la seule page, comment on appelle ça, main ici, a déjà plus de 200 lignes de code. Raison pour laquelle on dit que dans un programme, il faut faire diviser les parties en des sous-programmes. On est bien d'accord? Si on avait tout fait ici dans ce même fichier, à cet instant-là, on aurait je ne sais pas combien de lignes de code. Mais en utilisant ce qu'on appelle les sous-programmes, c'est-à-dire les fonctions et procédures, on aura ici moins de lignes de code et donc c'est beaucoup plus lisible. Alors, choix 1, connexion, ter@gmail.com. Passé. Connexion 1 établie. On va tester le 3. Gestion de catégorie. Vous voyez qu'il affiche le menu de catégorie. On fait le choix 1. Entrer une catégorie. On va dire électronique. Ou bien c'est comme ça. Électronique, ça c'est en anglais, non? Ah, c'est pas grave. Appuyez sur une touche. On fait encore un. On va dire cosmétique. On fait encore un. On va faire alimentaire. Ok, donc on a ajouté 3 produits, 3 catégories. Maintenant, je vais afficher 2. Catégorie numéro 1. Alors, ici, on a un petit problème dans cette fonction affichage de catégorie. Alors, je reçois le tableau de catégorie. Ah oui, ici, c'est pourcentage D. ID 4, c'est un pourcentage D. C'est libellé qui est pourcentage S. Ok. Ok. der@gmail.com. Passé. Ok. Gestion de catégorie, je fais 3. Ok. 1. Électronique. Ok. Un autre. On a dit cosmétique. Un autre. Alimentaire. Et voilà. 2. Parfait. On a bien les 3 catégories qui sont là. On a électronique, cosmétique, alimentaire. Voilà. Attention. Je vais rechercher une catégorie. Rechercher, c'est 3 non. Voilà. Si je fais 3, rechercher une catégorie, je saisis 2. Voici la catégorie 2. ID 2. Et donc, ça marche à perfection. Je fais 2. Afficher toutes les catégories. Voici ces catégories-là. Maintenant, je vais supprimer la première catégorie. Déjà, vous voyez que l'ID, c'est auto-incrément. 1, 2, 3 automatiquement. Maintenant, je vais supprimer la première catégorie. Je vais supprimer la première catégorie. Je vais ajouter une autre catégorie et puis on va voir le nouveau identifiant. C'est bon? Donc, je vais supprimer cette catégorie 1 là. Alors, c'est supprimer 5. Pour supprimer une catégorie, tu demandes de saisir son ID. Il a trouvé bien la catégorie. Ok, je fais 2 pour voir. Il a bien supprimé la catégorie électronique. Maintenant, je vais choisir un. Je vais ajouter électronique. Et là, il a ajouté électronique. Mais je vais faire 2 et je vais voir
quels sont les identifiants. Et ce que vous remarquez, on a bien l'identifiant de cette nouvelle catégorie qui est tout simplement 4. C'est bon? C'est auto-incrément. Vous avez fait le cours de base de données? Ok. Parfait. C'est juste Méris pour l'instant. Parfait. Maintenant, dans ça, c'est beaucoup plus des choses que vous allez vous trouver dans les bases de données qui sont structurées. Et query language. Alors, je vais quitter ici. Attention, je n'ai pas dit que je vais quitter le programme, mais je vais revenir ici. Oui. Si on supprime le dernier utilisateur. Le dernier utilisateur. Oui. Si on supprime la dernière catégorie ou bien utilisateur? Oui. Alors, je reviens ici sur 3. D'abord, je vois la liste des catégories. Tu dis si on supprime cette dernière catégorie. Oui. Et qu'on veut créer. Et oui, on aura ce même identifiant. On aura 4. Parce que lui, il va se baser sur le 3 là, quoi. Non, non, non. En fait, le plus important, c'est que dans notre base de données, il ne faut pas qu'on trouve deux catégories qui ont le même identifiant. C'est bon? Maintenant, je suis d'accord qu'après, si tu veux dire quoi, à chaque fois que tu as déjà des identifiants, pour ne pas que plus tard, même si tu supprimes et que tu ne puisses pas avoir quelque chose, ce que tu peux faire, c'est créer genre ce que j'ai dit tout à l'heure là, genre une variable statique. Comme ça, tu es sûr que tu ne pourras pas revenir sur des trucs précédents, ainsi de suite. C'est beaucoup plus comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai dit que si je faisais 6 pour quitter, je vais revenir sur ce menu principal. Donc, on avait choisi gestion de catégorie. On fait la gestion de catégorie, modifier, supprimer. Mais je peux revenir encore sur ce menu. Je fais un autre choix, gestion des utilisateurs. Et là, je peux ajouter un utilisateur. Et voilà mon programme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais mettre AA, BBB, role, AD, login, ad@gmail.com, passer. Voilà. Et là, 2. Vous voyez que tout marche pour l'instant. C'est bon? Donc, tout marche pour l'instant. On avait déjà testé toutes les fonctionnalités. Toutes les 5 là, on avait déjà testé. Je vais faire 6, quitter. Donc, ce qui nous manque pour le moment, c'est tout simplement gestion de produits. Vous avez vu que gestion de catégorie, je l'ai fait très rapidement. Maintenant, la même chose que j'ai fait ici pour gestion de catégorie, je dois faire la même chose pour gestion de produits. Je copie, je colle, comme ce que j'ai fait tout à l'heure là. Et puis, je modifie tout simplement. Et ça va marcher. Ok. Ce qui veut dire quoi? Ici, comme on a juste 10 minutes là, je vais faire ça. Je copie juste ça. CTRL-C. Ici, CTRL-V. Gestion de catégorie. Change par gestion de produit. Ici, afficher catégorie, afficher produit. Ici, c'est produit. Ici, c'est produit. Et là, produit. Saisir un produit. Retourner un produit. Rechercher ID prod. Tableau de produits. Ici, on envoie un tableau de produits et on supprime des produits. Voilà. Une fois que ici, les interfaces sont déjà bien établies, ce qui reste à faire, c'est de venir ici dans catégorie, copier tout ce qui est là et venir dans produit, coller. Mais bien avant, dièse include produit.h.
Et là, je colle. J'efface catégorie.h. C'est juste produit.h. Ici, ça va être gestion produit. Afficher un produit. Tous les produits. Un produit. Un produit. Un produit. Et voilà. Gestion de produit, c'est fini. Ici, afficher produit. Produit. Et la P. ID, ça va être P. Comment ça? Protect. Alors, produit n'a pas d'ID. Produit a ID prod, non? ID prod. P. Libellé. Voilà. Printf. Quantité. P.quantité, c'est un int, donc pourcentage D. Et il y a P.prix unitaire qui est un float, pourcentage.2f. Voilà, donc afficher un produit revient à afficher les détails du produit comme ça. Maintenant ici, afficher produit en pluriel reçoit un tableau de produits. Ici, produit, numéro, et on fait appel à afficher produit. Voilà. Saisir retourne un produit. La fonction s'appelle saisir produit. Ici, c'est un produit qu'on saisit. Et on demande de saisir le libellé du produit. C'est P.libellé. On va faire la même chose pour demander de saisir. Voilà. Donc, on a pourcentage D pour P. La quantité. Entrée, le prix unitaire. Le prix unitaire, c'est P. Prix unitaire. Prix unitaire. C'est un float. P. Prix unitaire. Alors, il nous reste une dernière chose. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas créer un produit. On ne peut pas créer un produit sans ce qu'on appelle... On ne peut pas créer un produit sans une catégorie. Chaque produit se trouve dans une catégorie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut faire la recherche de la catégorie ici. Ou bien, on fait d'abord un appel qui permet de saisir un produit sans la catégorie, mais juste la ligne qui suit, on lui demande de choisir la catégorie. Et lorsqu'on a la catégorie, le produit qu'on a reçu là, on modifie le produit.id catégorie par l'identifiant de la catégorie qu'on a trouvé. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, on ne va pas faire beaucoup plus de choses ici dans ce code-là. Le prix unitaire, c'est pourcentage F, n'est-ce pas? Et ici, c'est le produit qu'on retrouve. Alors, recherche, prod, ici, produit. Et là, table de i.id
ID prod. Le produit recherché. Et là, on affiche le produit. CTRL Z. Aucun produit. Find. Ici, produit. Supprimer produit. Et voilà, on en a fini ici pour la gestion de produits. Ok, jusque-là, tout se passe bien. Maintenant, il nous faut une dernière chose. Je vais zoomer. Je vais récupérer le do while qu'on a mis tout à l'heure dans gestion de catégorie là. Depuis le int, je vais copier jusqu'à son while ch4. Voilà. Je vais prendre jusqu'à ça là. Je fais CTRL C. Et là, j'ai un case 2 pour la gestion de produits. Donc, je dois le coller ici. Donc, ici, on avait le case principal, là, case 2. Je vais coller ici. Et là, je vais, au lieu de ch4, je vais dire ch prod. Ce ch prod là, juste en haut. Au lieu de int ch4, c'est ch prod, gestion de produits. Voilà. ch prod. Et voilà. Ajout d'un produit. Alors, ici, au lieu de taille 4, ça va être taille prod. Ici, table de produit. Ici, taille prod. Ici, c'est ID prod. Plus 1. Ici, tableau de produit. Ici, taille produit. Ici, saisir produit. Ici, taille produit. Toutefois, comme je l'ai dit ici, lorsqu'on reçoit ici l'ID, il faut demander l'ID de la catégorie. C'est bon, il nous faut l'ID de la catégorie. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est quoi? On peut lui afficher la liste des catégories et puis on lui demande de faire un choix. C'est bon, donc je vais dire afficher catégorie. Juste avant, je peux faire un printf veillez choisir une catégorie par son ID. Et là, j'affiche la liste des catégories juste en bas. Et une fois qu'il a la liste des catégories, il doit saisir l'ID de la catégorie que je vais faire comme ça. Suivez bien. Oui. Vas-y. Si on a des là-bas, Si? Ah, ok, vous avez cours là. Ok. Bon, après, je vais vous envoyer ça. Maintenant, donc, je vais juste gérer cette partie-là. Et puis, je vais vous envoyer. Vous allez modifier après le reste. Hein. Bon, let's go. Vous avez cours à face? Non. Ok, allez.